concept esthétique de l'esprit est gravement compromis, non seulement par le réalisme, mais aussi par les écrits datant des débuts du modernisme radical, comme ceux de Kandinsky, dans sa révolte motivée contre un sensualisme qui, jusque dans la Jugendstil, accorde à la satisfaction sensible dans l'art une place prépondérante. Il isolait abstraitement l'opposé de ce principe et le réifiait. Il était ainsi difficile de distinguer le « tu dois croire » à l'esprit de la superstition et du fanatisme artisanal pour le principe suprême. L'esprit des œuvres d'art transcende à la fois leur chosité et le phénomène sensible. Il n'existe cependant, autant que ces deux choses sont des moments. Cela exprime négativement que rien dans les œuvres d'art n'est littéral, et encore bien moins que leurs paroles. L'esprit est leur éther, ce qui parle au travers d'elle, ou qui plus exactement en fait une écriture. De même que ne serait pas esprit en elle ce qui ne résulterait pas de la configuration de leurs moments sensibles. Tout autre esprit dans les œuvres d'art, du moins celui qu'on leur ajoute d'un point de vue philosophique, et qu'on prétend qu'elles expriment tous les ingrédients intellectuels qui sont matériaux, comme les couleurs et les sons. De même, un élément sensible dans les œuvres d'art ne serait guère artistique s'il n'était pas en soi médiatisé par l'esprit. Même les œuvres françaises les plus sensibles et les plus fascinantes acquièrent leur renommée en transformant involontairement leurs moments sensibles en véhicules d'un esprit qui puise son contenu d'expérience dans la résignation funeste vis-à-vis de l'étang, sensible, périssable. D'ailleurs, ces œuvres ne jouissent jamais de leur suavité. Le sentiment formel ne cesse de l'amputer. Sans référence aucune à une philosophie de l'esprit objectif ou subjectif. L'esprit des œuvres d'art est objectif. Il est leur contenu. Il décide d'elle, l'esprit de la chose même qui apparaît par l'apparition. Le critère de son objectivité est la violence par laquelle il fit au travers de l'apparition. On s'aperçoit de son peu de ressemblance avec l'esprit des auteurs, ou tout au moins avec ses aspects, en ce qu'il est évoqué par l'artefact. Les problèmes qu'il pose sont matériaux. L'apparition elle-même de l'œuvre d'art en tant que totalité n'est ni son esprit ni finalement l'idée qu'il prétend incarner ou symboliser. Il est impossible de le saisir en identité immédiate avec son apparition. Mais il ne constitue pas non plus un stade qui se situerait en dessous ou au-dessus de l'apparition. Cette supposition n'en serait pas moins chosale. Sa place est la configuration de l'apparaissant. Il donne forme à l'apparition comme celle-ci le fait à son égard, source lumineuse qui donne son rayonnement au phénomène. Phénomène au sens fort du terme. Pour l'art, seule sa part sensible est spiritualisée. On peut illustrer cela par le reflet brisé, la catégorie de la gravité des œuvres importantes du passé sans la connaissance de laquelle l'analyse serait stérile. Avant la reprise de la première phrase musicale de la sonate à Kreutzer, à laquelle Tolstoï reproche son caractère sensuel, un accord de seconde de sous-dominante produit un effet considérable. S'il se produisait partout ailleurs dans la sonate à Kreutzer, il passerait plus ou moins inaperçu. Le passage acquiert son importance uniquement dans cette phrase musicale, par sa place et le rôle qu'il y joue. Le passage se charge de gravité en mettant l'accent tout en renvoyant au-delà par son hic et nunc sur cet aspect, et il propage le sentiment de gravité à ce qui précède et à ce qui suit. Ce sentiment ne doit pas être compris comme une qualité sensuelle singulière, mais devient, par la constellation sensuelle de quelques accords à l'endroit critique, irréfutable, comme seul l'est quelque chose qui touche les sens. L'esprit qui se manifeste esthétiquement est conjuré à la place qu'il occupe dans le phénomène comme jadis les esprits devaient l'être, dans les lieux qu'il hantait. Lorsqu'il n'apparaît pas, les œuvres d'art n'existent pas plus que lui. Il est indifférent à l'égard de la distinction entre l'art, à tendance sensuelle, et un art idéaliste sur le modèle de l'histoire de l'esprit. Pour autant que l'art sensuel existe, il n'est pas seulement tel, mais incarne l'esprit de la sensibilité, la conception de Wedekind de l'esprit charnel, Fleischgeist, l'avez compris. L'esprit, élément de la vie de l'art, est lié à son contenu de vérité, sans coïncider avec lui. L'esprit des œuvres d'art peut être la fausseté, car le contenu de vérité postule, comme substance, un réel, et aucun esprit n'est un réel immédiat. Il est avec d'autant moins d'égards qu'il détermine les œuvres d'art, et s'annexe tout ce qui est purement sensuel et affectif. Les œuvres deviennent ainsi plus séculaires, plus ennemies de la mythologie, de l'illusion d'une réalité de l'esprit, même de celle de leur esprit.
C'est ainsi que les œuvres d'art radicalement médiatisées et spiritualisées se nourrissent d'elles-mêmes. Dans la négation déterminée de la réalité de l'esprit, elles restent cependant liées à lui. Elles ne le reflètent pas, mais la force qu'elles mobilisent contre lui est son omniprésence. Aujourd'hui, on ne peut plus présenter aucune forme d'esprit. L'art en fournit le prototype. Tension entre les éléments de l'œuvre d'art, au lieu d'être un simple existant sui generis, l'esprit de l'œuvre d'art est processus et en même temps œuvre d'art. Prendre conscience de l'œuvre signifie appréhender ce processus. L'esprit des œuvres d'art n'est pas concept, mais c'est grâce à lui qu'elles deviennent commensurables au concept. La critique, en isolant l'esprit à partir des configurations des œuvres, en confrontant les moments les uns aux autres, et également à l'esprit apparaissent en elle, se transforme en vérité par-delà la configuration esthétique. La critique est pour cette raison nécessaire aux œuvres. Dans l'esprit des œuvres, elle reconnaît leur contenu de vérité ou bien l'en distingue. C'est en cet acte seulement et non par une philosophie de l'art qui dicterait à celui-ci ce que son esprit devrait être, que l'art et la philosophie convergent. L'immanence des œuvres est l'élément hétérogène. La stricte immanence de l'esprit des œuvres d'art est, il est vrai, contredite par une tendance antagoniste non moins immanente, celle de s'arracher à la clôture de leur propre structure, à apposer en elles-mêmes des césures qui ne permettent plus la totalité de l'opération, de l'apparition, parce que l'esprit des œuvres ne s'épuise pas en elles, il brise la forme objective par laquelle il se constitue. Cette rupture est l'instant de l'apparition. Si l'esprit des œuvres d'art était littéralement identique avec les moments sensibles de celles-ci et avec leur organisation, il ne serait rien d'autre que la substance de l'apparition. Refuser cela est une première étape contre l'idéalisme esthétique. L'esprit des œuvres d'art s'illumine dans leur apparition sensible. Il ne brille que comme leur négation, en unité avec le phénomène tout en étant simultanément son autre. L'esprit des œuvres d'art s'attache à leur forme, mais n'est esprit que dans la mesure où il renvoie au-delà. La suppression de la différence entre l'articulation et l'articulé, la forme immanente et le contenu est séduisante, surtout comme apologie de l'art moderne, mais elle peut difficilement être maintenue. Il devient ici plausible que l'essentiel de l'analyse technologique ne saisisse pas de prime abord l'esprit d'une œuvre, même si elle n'est pas plus une simple réduction aux éléments, mais mette en valeur le contexte et sa légalité, autant que les éléments du résultat réel ou supposé. Seule une réflexion plus approfondie le fait apparaître. C'est seulement en tant qu'esprit que l'art est antinomie de la réalité empirique qui s'oriente vers la négation déterminée de l'organisation du monde existant. L'art doit être construit dialectiquement dans la mesure où l'esprit lui est inhérent, sans qu'il le possède, pourtant comme absolu, ou qui lui garantisse un absolu. Même si les œuvres d'art veulent tellement apparaître comme étant, elles se cristallisent entre cet esprit et son autre. Dans l'esthétique de Hegel, l'objectivité de l'œuvre d'art était l'objectivité transformée en son altérité, et en même temps vérité identique de l'esprit. Pour lui, l'esprit ne faisait qu'un avec la totalité, y compris la totalité esthétique. Et dans les œuvres d'art, l'esprit n'est certes pas une particularité intentionnelle, mais un moment, comme tout particulier, comme tout élément constitutif. Il est à vrai dire ce qui rend art les artefacts, jamais cependant sans ce qui lui est contraire. En fait, l'histoire ne connut pratiquement jamais d'œuvre d'art parvenant à la pure identité de l'esprit et du non spirituel. Selon son concept même, l'esprit n'est jamais pur dans les œuvres d'art, mais fonction de ce qui le fait surgir. Les œuvres qui semblent matérialiser cette identité s'y complaisent et ne furent guère les plus importantes. Évidemment, ce qui, dans les œuvres d'art, s'oppose à l'esprit n'est nullement ce qu'il y a de naturel dans ses matériaux et ses objets. Il désigne plutôt dans les œuvres d'art une valeur limite. Les matériaux et les objets sont historiquement et socialement préformés, comme leur procédure technique, et se modifient d'une manière décisive grâce à ce qui leur arrive dans les œuvres. Leur caractère hétérogène est immanent, et en eux ce qui s'oppose à leur unité, dont l'unité a besoin pour être plus qu'une victoire à la Pyrrhus, sur ce qui n'offre pas de résistance. Qu'il ne soit simplement pas possible de comparer l'esprit des œuvres d'art à leur contexture immanente, c'est-à-dire à la complexion de leurs moments sensibles, se confirme par le fait qu'ils ne constituent en aucune façon cette unité en soi, sans faille, cette sorte de forme à laquelle la réflexion esthétique les ramenait sur le modèle d'une stylisation bien conçue. Les œuvres ne sont pas, d'après leur structure, des organismes, mais les produits les plus hauts, réfractaires à leur aspect organique, en tant qu'illusoire et affirmatif. L'art est en tout
ces genres imprégnés de moments d'intellection. Contentons-nous de dire que les grandes formes musicales ne se seraient jamais constituées sans eux, sans l'espoir et le souvenir, sans la pré- et post-audition, et sans la synthèse du divisé, tandis que ces fonctions doivent être attribuées dans une certaine mesure à l'immédiateté sensible. C'est-à-dire que des complexes partiels actuels entraînent les qualités structurales du passé et de l'avenir. Les œuvres d'art atteignent pourtant des valeurs limites, où cette immédiateté cesse, où elles doivent être pensées, non par une réflexion extérieure à elles, mais à partir d'elles-mêmes. À leur complexion sensible appartient la médiation intellectuelle, qui conditionne leur perception. S'il existe une sorte de caractéristique prédominante des grandes œuvres tardives, il faudrait la rechercher dans l'apparition de l'esprit, au travers de la forme. Celui-ci n'est pas une aberration de l'art, mais son correctif mortel. Les produits supérieurs de l'art sont condamnés au fragmentaire et obligés d'avouer qu'ils n'ont pas non plus ce que prétend posséder l'immanence de leur structure. Hegel est l'esthétique de l'esprit. L'idéalisme objectif a le premier avec force accentué le moment spirituel de l'art aux dépens du moment sensible. Il a ainsi lié son objectivité à l'esprit et associé sans scrupule à la tradition l'élément sensuel étant pour lui identique au contingent. L'universalité et la nécessité qui, selon Kant, constituent à vrai dire le canon du jugement esthétique, tout en restant problématiques, deviennent pour Hegel constructibles par l'esprit, catégorie qui pour lui est souveraine. Le progrès de cette esthétique sur toutes celles qui précèdent est évident, de même que la conception de l'art se libère des dernières traces du diversement féodal, de même son contenu spirituel, en tant que détermination essentielle, échappe dès l'origine à la sphère du pur significatif, ainsi qu'aux intentions. L'esprit étant chez Hegel l'étant en soi et pour soi, il est reconnu dans l'art comme sa substance et non comme quelque chose qui le survolerait abstraitement et superficiellement. Ceci est inclus dans la définition du beau comme apparaissant sensible de l'idée. L'idéalisme philosophique n'était pourtant nullement aussi favorable à la spiritualisation esthétique que cette construction le laissait espérer. Il se posait plutôt en défenseur de ce caractère sensible détruit par la spiritualisation. Selon le propre terme de Hegel, cette doctrine du beau comme apparaissant sensible de l'idée était affirmative en tant qu'apologie de l'immédiateté considérée comme quelque chose de pleinement significatif. La spiritualisation radicale est le contraire de cela. Ce progrès coûte cher cependant, car le moment spirituel de l'art n'est pas ce que l'esthétique idéaliste appelle l'esprit, et il est plutôt la tendance mimétique fermement réprimée en tant que totalité. On peut déjà considérer le modernisme comme le sacrifice de l'art à l'époque de cette émancipation dont on connaissait le postulat depuis la formule problématique de Kant, aucune chose sensible n'est sublime. Avec l'élimination du principe figuratif dans la peinture et la sculpture et de la rhétorique musicale, il était presque inévitable que les éléments libérés, les couleurs, les sons, les configurations absolues de noms, de mots, se présentaient comme s'ils exprimaient déjà quelque chose en soi. Et cela est une illusion, car ils ne deviennent expressifs que dans le contexte dans lequel ils se produisent. À la superstition de l'élémentaire et de l'immédiat à laquelle l'expressionnisme rendit hommage, qui se répercute dans l'art artisanal et la philosophie, correspond l'arbitraire constitutif, le contingent à l'intérieur des rapports du matériau et de l'expression. La valeur expressive d'un rouge était déjà une illusion, et dans la valeur des accords complexes et multiples vit comme étant leur condition préalable la négation décidée des accords traditionnels. Réduit au matériau naturel, tout cela est vide et les théorèmes qui servent à la mystification n'ont pas plus de substance que n'en a la charlatanerie des expériences tonales. Charlatanerie. Seul le récent physicalisme, par exemple en musique, opère une réduction littérale à des éléments en spiritualisation qui, par la suite, expulsent l'esprit. Apparaît ici l'aspect autodestructeur de la spiritualisation, alors que la métaphysique de Kant reste philosophiquement contestable. Elle est d'autre part une définition trop universelle pour pouvoir rendre justice à l'esprit de l'art. En fait, l'œuvre d'art s'affirme là encore comme quelque chose d'essentiellement spirituel, même si l'on cesse de présupposer purement et simplement l'esprit comme la substance. L'esthétique hegelienne laisse ouvert le problème de savoir comment il peut être question de l'esprit en tant que détermination de l'œuvre d'art, sans que son objectivité, comme identité absolue, soit hypostasiée. On renvoie ainsi à un certain sens la controverse à son instance kantienne. Hegel considérait l'esprit dans l'art comme un degré de sa manière d'apparaître.
déductible à partir du système et simple pour ainsi dire en tout genre et potentiellement en toute œuvre d'art, au détriment de la qualité esthétique et de l'ambiguïté. Mais l'esthétique n'est pas une philosophie appliquée, elle est philosophique en soi. La réflexion de Hegel, la science de l'art nous est donc plus nécessaire que l'art même, provient d'une manière incontestablement problématique de sa vision hiérarchique des rapports des domaines spirituels entre eux. D'autre part, vis-à-vis de l'intérêt théorique croissant pour l'art, la réflexion tire sa vérité prophétique de ce que celui-ci a besoin de la philosophie pour développer son contenu. La métaphysique de l'esprit de Hegel provoque paradoxalement une sorte de réification de l'esprit dans l'œuvre d'art en idée cernable, alors que l'ambiguïté kantienne du sentiment de nécessité et de son caractère simultanément non donné, non manifeste, s'en tient plus fidèlement à l'expérience esthétique que l'ambition plus moderne de Hegel de penser l'art à partir de l'intérieur et non de l'extérieur, au travers de sa constitution subjective. Si par cette formule Hegel a finalement raison, elle résulte non pas d'un concept suprême systématique, mais de la sphère spécifique de l'art. Tout étant n'est pas esprit, l'art est cependant un étang qui, grâce à ses configurations, devient quelque chose de spirituel. Si l'idéalisme pouvait, pour ainsi dire, sans autre forme de procès, s'annexer l'art, c'est parce que lui seul, par sa nature, correspond à la conception de l'idéalisme, qui, sans le modèle de l'art d'après Schelling, n'aurait, à vrai dire, jamais pu accéder à la forme objective. Ce moment idéaliste, immanent, médiation objective de l'art tout entier par l'esprit, ne peut être pensé sans lui et met un terme à la doctrine inepte de réalisme esthétique, dans la mesure où le facteur réuniste de l'idéalisme rappelle que l'art n'est pas le frère jumeau de l'idéalisme.